On va en distinguer donc deux familles de design patterns. Les patterns du GOF, donc du Gang of Four. Il y a 23 patterns qui sont répartis en 3 familles. On va les détailler un petit peu après. Donc des créateurs, des structuraux et des comportementaux en fonction de leur objectif. Et il existe des patterns, donc J2E, qui sont un petit peu plus récents, donc qui viennent de Java forcément, et qui sont adaptés également à Java, plus particulièrement, et qui sont séparés en couches logiques, donc en couches applicatives, présentation, métier, intégration. Alors, à savoir que tout le monde est libre d'inventer ses propres patterns. Puis on est libre de développer une fonction, du coup on est libre également de créer des patterns. Alors bien sûr, si vous sortez un pattern demain sur votre site, c'est pas garanti que tout le monde l'utilise. C'est évident. Donc généralement, le succès d'un pattern, c'est aussi la notoriété de la personne qui va le proposer pour qu'il soit adopté en masse. Donc aujourd'hui dans la présentation, j'ai limité aux patterns donc, du GOF et J2E, et on ne les verra pas tous, c'est pas possible en 45 minutes. Donc comment est-ce qu'on va découvrir la fiche d'identité d'un pattern donc généralement quand on lit un catalogue de patterns, on va trouver son nom, sa catégorie, le problème auquel il répond, la solution apportée au problème, donc quels sont les éléments qui ont participé à cette solution, quelles sont les classes, quels sont les objets, qu'est-ce qu'ils font dans cette structure, et également comment est-ce qu'ils vont dialoguer entre eux. Ensuite, généralement, on va avoir des exemples, tant des exemples de code que des exemples de problèmes qu'ils répondent, donc des problèmes concrets. Et ensuite, tout un tas de critiques, c'est-à-dire dans quel cas ne pas les utiliser, et également des liens vers d'autres patterns qui peuvent rentrer en considération dans le pattern courant, ou même des patterns qui ont des rôles à peu près similaires. Alors, par convention, si jamais vous décidez d'inventer votre propre pattern, parce qu'il s'est avéré qu'au cours de votre expérience, vous avez utilisé une solution conceptuelle pour répondre à un problème classique, il faut au minimum l'avoir utilisé 3 fois pour considérer que c'est un pattern. C'est-à-dire que ça marque la notion de réutilisabilité et surtout, ça marque le fait que ça sert, quoi. Si vous l'utilisez encore, c'est qu'a priori vous avez eu de bonnes expériences. Alors les 23 patterns du GOF, les voilà. Alors ils ont des noms un petit peu barbares, mais finalement on va voir que c'est hyper simple. J'ai mis à côté de chacun une note de 1 à 5 en fonction de mon expérience, c'est-à-dire ceux que j'ai le plus utilisés, donc qui tendent vers 5, et ceux que j'ai le moins utilisés, voire jamais, qui tendent vers 1. Par exemple, le poids rouge, je m'en suis jamais servi. Bon, on ne le décrira pas notamment. Alors les plus communs, ceux dont on entend le plus parler, donc il y aura la factory, on en a déjà vu des exemples tout à l'heure dans la conférence de Derrick. L'abstract factory qui est aussi un petit peu utilisé, même moins, mais qui reprend les mêmes concepts. On en reparlera aussi. Le singleton, qui est peut-être même trop utilisé, lui, on verra après. Et je vais les décrire par la suite. Donc on ne les verra pas tous. Alors, la famille de créateurs, c'est la première qu'on va analyser. Donc le but des créateurs, c'est d'abstraire le processus de création des objets. Donc quand on fait une application objet, a priori, on va faire un new à un moment ou à un autre. Toutefois, on va avoir plein d'objets différents, donc on n'est pas forcément demandeur que la logique de création des objets soit dans le code client. Donc on va avoir des classes qui vont être spécialisées dans la création des objets. Alors on va encapsuler donc, ce choix de création, et ces créateurs vont nous servir lorsqu'on ne sait pas forcément à l'avance ce dont on va avoir besoin comme objet concret. On connaît l'interface dont on va avoir besoin, c'est-à-dire on sait qu'il faut quelque chose pour dialoguer avec la base, mais on ne sait pas quelle réelle implémentation il nous faut. Donc c'est à ça que vont nous servir les créateurs. Donc le premier exemple que j'ai choisi de montrer, c'est la factory. C'est vraiment un exemple très classique qui est utilisé justement lorsqu'on ne sait pas ce qu'il nous faut comme objet à l'écriture du code. Donc on va avoir une classe de création dont le seul rôle va être de fournir un objet. Donc a priori c'est quand même pas très compliqué. Si on regarde en PHP ce que ça peut donner, donc c'est une classe qui est parfaitement fictive, j'ai limité la taille du code. Donc c'est simplement donc, une classe dbFactory, donc, dont le but est de créer un objet de dialogue avec la base de données, qui dispose d'une méthode create, donc qui va récupérer un data source ID, par exemple une chaîne de connexion, et en fonction du type de connexion qu'on va avoir détecté, on va créer la bonne implémentation. Donc c'est tout bête, c'est vraiment implémenter la logique de choix du bon objet
à un endroit centralisé. Alors, j'ai des exemples un tout petit peu plus concrets où le processus de création. Alors, j'ai un exemple de processus de création qui est également assez simple. Je ne sais pas si vous voyez même au fond des exemples de code. Donc là, on prend un truc équivalent. C'est un compressor factory, c'est-à-dire qu'il va nous retourner un objet capable de compresser des données dans un seul et même fichier en fonction de l'extension que l'on souhaite utiliser. Donc zip, bz ou gz. Donc là, c'est quelque chose de très simple qui se rapproche de l'exemple de tout à l'heure. Ensuite, notre factory, elle va pouvoir avoir d'autres rôles, c'est-à-dire qu'elle encapsule réellement toute la logique de création de l'objet. Elle va pouvoir choisir ou non de créer l'objet, de le recréer ou pas, d'aller chercher dans le cache ou ailleurs. Donc là, j'ai un exemple de factory qui est utilisé dans nos projets. Ça ne s'appelle pas DB Factory, mais ça en prend exactement les concepts. Donc notre factory, donc là, qui est réellement un exemple concret dans nos drivers de base de données pour se connecter à une base de données. La méthode de factory réellement, c'est le get connection. Donc ce get connection, son rôle, c'est de récupérer justement une connexion à une base de données, de récupérer un driver qui nous permettra de dialoguer avec la base. Au moment où on va écrire notre code, où on veut pouvoir dialoguer avec tout type de base de données, donc forcément, on ne sait pas quelle implémentation il faut choisir. Donc le rôle de cette classe, c'est d'aller voir ce dont on a besoin. Donc en plus de choisir le type de connexion à utiliser, donc qui lui est réellement choisi dans la méthode create connection ici, on va voir également qu'elle va gérer tout un tas d'éléments de contexte transactionnel et compagnie. Donc à terme également, je pourrais montrer un exemple si vous le souhaitez, on verra selon le temps disponible, mais on va pouvoir gérer grâce à ça des transactions plus ou moins automatiques et multisources. C'est-à-dire que l'objet va garder lui-même, va maîtriser absolument toute la logique de création des objets chez lui. Et lorsqu'on va lui demander des choses, il sait exactement quoi nous répondre. Alors ensuite, on peut avoir des choses également nettement plus compliquées dans le processus de création des objets. Alors, j'ai pensé tout à l'heure, je peux vous montrer celui-ci, donc je n'ai pas fait le raccourci. Alors ça c'est voilà, donc un autre système de création d'objets qui est un petit peu plus compliqué. Alors ça se voit pas dans les sources, ça paraît plus simple. Donc on a un système de création de DAO automatique dans nos projets, donc qui nous permet de créer des objets accédant à la base de données. Donc je reparlerai des DAO tout à l'heure pour expliquer vraiment concrètement ce que c'est. Donc là le processus de création est nettement plus compliqué, bien que ça ne se voit pas. C'est-à-dire quand on demande à la factory DAO de créer un élément, il va regarder si l'élément existe sous la forme d'un fichier PHP sur le disque dur. Si ce n'est pas le cas, il va lire un fichier XML, va regarder quelle est la version du fichier de définition de description de la DAO, et ensuite va générer du code PHP pour la DAO. Ensuite, on verra qu'il peut faire également un rapprochement pour rapprocher un objet qu'on aurait créé nous avec la DAO finale, et donc ça va nous retourner un objet PHP lui-même. S'il était question d'inclure toute cette logique chaque fois qu'on avait besoin d'une DAO dans chaque client, on aurait quelque chose d'absolument immaintenable. Donc si du jour au lendemain on choisissait de changer de source. Vous me dites si je vais trop vite ou autre. Donc la factory, vraiment, c'est quelque chose de simple. On demande à un objet de nous donner la bonne implémentation en fonction de notre concept. De notre besoin, pardon, de notre contexte. Ensuite, il y a quelque chose qui s'en approche, c'est l'abstract factory, donc la fabrique abstraite. Donc c'est une fabrique de fabrique. Donc on va avoir une factory qui est capable de nous fournir des objets, et une abstract factory qui va nous fournir la bonne fabrique pour nos objets. Alors, le cas classique, lorsqu'on souhaite expliquer la notion de factory abstraite, c'est une interface graphique. Par exemple, on est sous Windows ou on est sous Linux, on veut une factory de composants graphiques, donc on veut un create window, un create button, un create scroll bar. Forcément, le code qui implémente ça, c'est pas le même sous Windows ou sous Linux. Donc par exemple, on va pouvoir avoir recours à une abstract factory qu'on va instancier en fonction de notre contexte, et ensuite la factory qui nous sera retournée, donc le créateur de ces objets-là, sera utilisé dans notre application. Donc par exemple, hier, à la conf de Canal, on aurait tout à fait pu utiliser une abstract factory
pour construire les bons fichiers de présentation en fonction j'allais dire de la Freebox, mais il ne se répète pas partout pareil, en fonction de la box à utiliser. Alors sinon, moi le dernier exemple en date où je me suis servi d'une Abstract Factory, c'était pour générer des documents. C'est-à-dire que j'avais une factory donc de documents, je sais que je dois créer des devis, je dois créer des documents d'adhésion, des choses comme ça, et je dois avoir plusieurs sorties. Donc je vais pouvoir faire une sortie en PDF, pouvoir faire une sortie en HTML, ou tout un tas d'autres formats, RTF et compagnie, et la logique d'implémentation est absolument pas la même en fonction des contextes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une Abstract Document Factory qui sera déclarée, donc c'est-à-dire un objet capable de me donner une bonne factory avec des fonctions getDevis et d'adhésion. Et ensuite, je vais pouvoir surcharger cette classe pour chaque type de sortie que je souhaite. Donc une PDF Document Factory, HTML Document Factory. Et ensuite, chacune de ces factories me retourne une implémentation des classes abstraites ci-dessous, donc classe devis ou classe adhésion. Et donc on aura un objet concret qui est capable d'implémenter la génération de PDF ou de documents en général. Voilà. Alors, le singleton, c'est un autre pattern, l'un des plus simples, j'allais dire, je crois que le premier pattern que j'ai utilisé c'était un singleton. Le but du jeu, c'est d'avoir une seule et unique instance d'un objet. On ne va pas dire que c'est le remplaçant de la variable globale, mais presque. Une variable globale, c'est le man, parce qu'on ne peut pas la contrôler. C'est-à-dire, on n'est pas sûr que notre application ne l'écrase pas à un moment donné, ou alors on n'est pas sûr qu'elle est instanciée. Et utiliser une variable globale pour un objet dans une application, c'est une mauvaise idée, parce que soit à chaque fois on va faire un if, mon application, ma variable globale est instanciée, ou pas, sinon je l'instancie. Ou alors on va l'instancier à tort dans un fichier d'inclusion tout au départ, systématiquement, alors qu'on n'en aura pas forcément besoin. Donc le concept du singleton, c'est d'avoir une classe qui s'instanciera uniquement au moment où on en aura besoin, et une seule fois. Donc le singleton est particulièrement adapté, par exemple, pour un fichier de configuration, pour un contrôleur d'application. Donc en PHP, en PHP 5 notamment, ça se fait très facilement. C'est-à-dire qu'on va avoir donc une classe application configuration. Cette classe application configuration, elle va retenir toutes les variables